santé au cœur de l'information. Merci de nous rejoindre pour le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Diagnostic technique et préparatif de l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire SNAT du Togo. Il est en cours. La campagne a débuté en février dernier. L'étape de la région des Savanes à suivre en début d'édition. Viande, poisson, quelle est votre préférence? La viande blanche ou rouge, en consommer oui, mais comment et quelle quantité pour préserver sa santé? Questions-réponses à suivre dans le courant de cette édition. Et puis, Miss Global Success 2023 a désormais un nom et un visage. Mademoiselle Stéphanie Kouevidjian a su se démarquer et rafler la couronne mise en jeu. Cette 4e édition est placée sous le thème « Rôle de la jeune fille dans la protection de l'environnement ». C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Depuis février 2023, le gouvernement a entamé un cadre de concertation avec les acteurs à la base. C'est sur le diagnostic technique et préparatif de l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire SNAT du Togo. Cette campagne autour des stratégies de planification s'est également déroulée durant 2 jours à Dapaon pour le compte de la région des Savanes. Des précisions avec Gérard Lagoudou. Dans un futur proche, dire qu'on vit au Togo, quelle que soit la localité, l'accès à l'eau potable, aux soins de santé de qualité, à l'éducation de qualité, mieux encore, à l'électricité et à bien d'autres secteurs sera une réalité. Stratégie que déroule le gouvernement à travers la vision du chef de l'État, Faure Essos-Mnanya Singbe. Mais d'abord, les outils de planification sont sollicités. D'où l'élaboration d'un schéma national d'aménagement du territoire SNAT. Nous devons savoir ensemble où est-ce que nous voulons aller, quel type de développement nous voulons imprégner à notre territoire national. Qu'est-ce que chacun devait pouvoir faire à travers des concertations, à travers des consensus sur comment occuper judicieusement notre territoire national. Voilà l'intérêt de notre démarche. Démarche qui a rassemblé ici à Dapaon les différents acteurs, notamment préfets, maires, chefs traditionnels, structures publiques et privées, organisations de la société civile et bien d'autres encore. Ces acteurs sont chargés de relayer les préoccupations de leurs corporations respectives, les préoccupations qu'on doit pouvoir capitaliser pour formuler des orientations, c'est-à-dire les voies, les canaux par lesquels nous irons ensemble vers l'image que nous souhaitons de notre territoire national. Pour que, à l'avenir, les populations, nos enfants, voire nos petits-enfants, puissent trouver des conditions de vie assez maîtrisées, assez viables, assez durables, mieux que d'ailleurs ce que nous avons la chance de vivre aujourd'hui. À l'issue de cette tournée régionale, une rencontre de restitution est également prévue pour soumettre les résultats obtenus au comité scientifique pour leur observation. Finalité, bâtir le développement du Togo sur des bases solides et résilientes face aux éventuels chocs. La réunion du monde éducatif sur la restitution des résultats de l'évaluation de la qualité des manuels scolaires au Togo a pris fin. 2 jours de travaux soldés par des recommandations. Abidé Singbe. Il faut rendre les manuels scolaires plus structurés, plus fiables et mieux explicites dans sa configuration générale. C'est l'une des recommandations à cette rencontre du monde éducatif de la francophonie. Des résolutions importantes prises lors de la restitution des résultats de l'évaluation de qualité de ces manuels au primaire et au secondaire. Plusieurs mois de recherche, enfin le bout du tunnel. Ces 2 jours nous ont permis d'établir une feuille de route
dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations qui sont issues de l'évaluation de la qualité des manuels ici au Togo, en mettant plus d'accent sur les différentes matières qui sont enseignées, telles que le français, les mathématiques et autres. Et nous espérons que la mise en œuvre de cette feuille de route permettra d'améliorer significativement la qualité des manuels ici et la qualité des enseignements et apprentissages ici au Togo. Le manuel constitue un support d'apprentissage précieux. Il a un impact réel sur les performances scolaires des apprenants et la communauté éducative togolaise doit devoir respecter la feuille de route édictée à cette rencontre. Une de ces recommandations, c'est de faire en sorte que les manuels puissent impliquer davantage le contexte. Les manuels que nous avons, qu'il y ait un plus grand ancrage culturel de ces manuels-là, sans pour autant s'enfermer dans ce que j'appellerais des ghettos culturels. Il faut qu'on s'ouvre à l'autre, mais que nos spécificités culturelles puissent aussi apparaître, transparaître. L'amélioration de la fourniture de manuels scolaires aux élèves exerce une influence positive sur le rendement scolaire. Et déjà, quelques manuels sont laissés à l'appréciation des élèves. Il y a 2 ans, la maison des femmes rurales de Kpélé a péri dans un incendie grâce à une coopération entre les femmes rurales et le Crédit coopératif italien au Togo. Cette maison sera reconstruite, mais en attendant, des équipements ont été apportés aux femmes pour poursuivre leurs activités. Cette coopération entre le Crédit coopératif italien au Togo et les femmes rurales de Kpélé touche plusieurs domaines. De Douaré. Encore quelques heures et des litres d'huile rouge sortiront de cette marmite. Huile végétale extraite des noix de palme et consommée par bon nombre de Togolais. L'activité demande beaucoup d'efforts physiques, mais génère des revenus aux femmes de Kpélé Djouba. Des revenus aujourd'hui plus élevés que les années précédentes grâce au Crédit coopératif italien. Je 30 000 nous sortons à Djoadji. Je suis faillite. Je sors 1 million d'amia. Et je mets le groupe armé. Donc, je 100 000 euros. Donc, il y a une évolution. Elles en ont fait une entreprise rurale, tout comme la production des céréales, tubercules, épices et bien d'autres. Parmi les épices, le gingembre, principale source de revenus pour Mana. Elle a su mettre à profit les 100 000 francs CFA qu'elle a obtenus au travers du Crédit coopératif italien. L'année passée, j'ai 12 bras carrés, c'est-à-dire 12 bras carrés avant récolté 10. Quant aux céréales et tubercules, il n'en reste plus dans les magasins, sauf ces 2 sacs de riz réservés pour la consommation familiale. Elles sont toutes membres de l'Union des groupements de femmes rurales du Togo, un groupement de plus de 150 coopératives et pas moins de 4000 membres. La toute dernière initiative que nous avons lancée, on a 25 coopératives qui ont été financées pour un montant de 25 millions pour un impact sur 625 membres. On a bien signé une convention sous l'égide bien sûr de la coopérative italienne. Et il essaie de mettre des fonds à notre niveau sous forme de garantie financière à travers lesquels on essaie d'octroyer de crédit à ces femmes. Ce partenariat tripartite entre le Crédit coopératif italien, l'Union des groupements de femmes rurales du Togo et la fêtière des entités des caisses d'épargne et de crédit des associations villageoises sortira sans doute bien d'autres femmes de la précarité dans les prochains mois.
de quoi accompagner le gouvernement dans ses actions pour le bien-être des populations. La politique nationale de l'artisanat, parlons-en, elle a été adoptée en 2011 au Togo. Il est prévu dans sa mise en œuvre des évaluations périodiques. Les résultats de la toute première évaluation ont été présentés aux acteurs pour amendement. Christine Peteki-Aloudé. Le secteur de l'artisanat, un créneau porteur, pourvoyeur d'emplois, il met aussi en valeur les potentialités des acteurs et les ressources locales. Dans le souci d'aider le secteur à mieux se repositionner, il est doté d'une politique en 2011. Après une décennie de mise en œuvre, elle est soumise à l'évaluation. Aujourd'hui, on peut saluer globalement un taux d'exécution physique des activités à 80%. Sur la décennie, c'est au moins 6 milliards de francs CFA qui ont été injectés pour soutenir le secteur. Et le taux de consommation est à presque 100% à ce jour. Nous saluons également la construction et la réhabilitation des chambres de métiers, les sièges, soutenus par les centres de ressources de l'artisanat. Les artisans ont été renforcés à plusieurs endroits, techniquement, financièrement, sur le plan managériel même, à travers les formations reçues. Un des axes phares de la politique, c'était d'assurer la protection sociale pour les artisans. Cette convention a été effective. Le département de l'artisanat tient à renforcer les performances du secteur. Le ministre Kokou Odin donne l'occasion aux acteurs d'apporter des contributions pour enrichir ce document. Pour mieux les orienter, il revient sur la vitalité du secteur. L'artisanat est grand pourvoyeur d'emplois et contribue ainsi à lutter contre le chômage et la pauvreté. Le secteur de l'artisanat togolais présente des potentialités qui, exploitées judicieusement, feraient de lui un précieux outil de croissance économique et sociale. Le recadrage de la politique en lien avec les nouveaux besoins permet au secteur de l'artisanat d'être plus organisé pour mieux répondre aux besoins des artisans. Dans l'actualité également, l'Agence nationale du volontariat national mobilise davantage des jeunes volontaires d'engagement citoyen VEC. Plus de 4000 sont encore concernés par cette 8e phase sur toute l'étendue du territoire national et ceux d'Atapamé ont prêté serment, un acte qui marque le démarrage des activités sur le terrain. Sylvain Abdou. Pour cette 8e phase du volontariat d'engagement citoyen, environ 4500 volontaires sont mobilisés dans les 117 communes, dont 1180 pour le compte des 32 communes de la région des Plateaux. Ceux retenus ici à Tapamé s'engagent à travers cette prestation d'accomplir le travail en vue de contribuer au développement de leur communauté. Ce n'est pas que du volontariat, c'est un programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes parce que dans ce programme, il y a un paquet d'accompagnement, un paquet de formation, un paquet de renforcement de capacités qui permettent aux jeunes qui étaient sans issue de devenir quelque chose, de faire quelque chose d'utile de leur vie et de servir la nation, de contribuer au développement du pays. Sur le terrain, les volontaires seront assistés par des seniors. Plus de 77 seniors acceptent dans les plateaux les accompagner dans cette activité citoyenne, notamment l'assainissement, l'aménagement des services publics et le curage des caniveaux. Avec les 4500 volontaires, ce chiffre porte le nombre de volontaires à 36 000 aujourd'hui, avec un impact beaucoup plus grand. Leur œuvre en termes de mise en place des espaces verts, de dégagement des dépotoirs sauvages sont énormes. Aujourd'hui, ils ont planté des millions d'arbres à travers le pays. Ils ont dégagé plus de 6000 dépotoirs sauvages. Ils ont essayé de curer des caniveaux sur des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, leur travail est palpable. L'impact est visible dans la transformation de ces jeunes sur les valeurs civiques, citoyennes et sur leur engagement, sur le respect de la chose publique et tout ce qu'ils font pour aider les autres à respecter la chose publique, à participer au développement dans le pays. Tous les volontaires retenus pour cette 8e phase dans chaque préfecture se sont prêtés à cet exercice, histoire de les renvoyer à leur mission. C'est le cas ici à Ani, où ils ont également accepté d'accomplir avec dévouement ce travail pour le bien-être des populations. J'ai accepté
de faire le travail, vraiment. Parce que dans ma vie, j'ai souffert. Avant cette prestation de serment, tous ont été soumis à un test de sélection pour évaluer le niveau de volonté de chacun. Pour leur déploiement, des kits leur ont été remis en vue du démarrage des activités sur le terrain, et ce pour une durée de 6 mois. À l'étranger, épidémie de choléra au Mozambique, épidémie accentuée cette année par le passage du cyclone Freddy. Pour l'OMS, il s'agit de la plus grande épidémie depuis plus d'une décennie. Fait face à la plus inquiétante épidémie de choléra depuis plus d'une décennie suite au passage du cyclone Freddy. L'épidémie continue de s'étendre géographiquement. 47 districts dans 8 des 11 provinces du pays ont été touchés, a rappelé le représentant de l'OMS au Mozambique en visioconférence de Maputo. Bien que le Mozambique connaisse régulièrement des flambées de choléra entre octobre et avril de chaque année, avec plus de 21 000 cas actuellement et 95 décès, il s'agit de la flambée la plus importante de ces 20 dernières années. La province de Manica, par exemple, qui borde le Zimbabwe, n'avait pas connu de cas de choléra au cours de ces 15 dernières années. Le cyclone Freddy a frappé la région de l'Afrique australe 2 fois en quelques semaines. Au Mozambique, il a détruit plus de 132 000 maisons et 184 000 personnes ont été déplacées. Heureusement, le taux de létalité du centre de traitement du choléra est inférieur au seuil de 1%, ce qui signifie que nous sommes en mesure de sauver des vies. Et je dois vraiment saluer le travail formidable que fait le ministère de la Santé en déployant des personnes qui doivent en même temps s'occuper de leurs familles et soigner les gens. Une première campagne de vaccination contre le choléra a eu lieu fin février dans 4 provinces, ciblant plus de 715 000 personnes. Le coup d'envoi d'une deuxième campagne a été donné jeudi dernier à Kélimane, la ville portuaire la plus touchée. Retour en page nationale, le parc Fazao Malfakassa joue un grand rôle dans l'équilibre écologique. Le gouvernement togolais a engagé des stratégies pour une bonne gestion du site. Un document stratégique a donc été élaboré en ce sens. Il est à l'étape de la validation. Désiré Aloye. Insuffler une dynamique au parc Fazao Malfakassa a l'effet de jouer plus son rôle d'attraction et de l'équilibre écologique suppose en amont des stratégies de surveillance du site. Le gouvernement togolais s'est fortement engagé par une approche novatrice, un plan d'aménagement et de gestion. Pour préserver donc les ressources, un document stratégique a été élaboré. À court et à long terme, il va travailler à réduire la pression anthropique sur le parc. Les différents acteurs passent à l'étude et à la validation du document à Sotoubois. La stratégie élaborée vise à définir un certain nombre de mesures que les communautés doivent respecter afin que l'aire protégée soit viable, parce que nous avons des espèces emblématiques comme les éléphants qui sont protégés au niveau national et international. Et donc si l'habitat de ces éléphants, par exemple, est perturbé, donc ça peut causer d'énormes problèmes. Une stratégie de surveillance vise également à redéfinir les domaines où les populations doivent cultiver afin d'éviter ces conflits hommes-éléphants. Le document renforcé contribuera à améliorer l'applicabilité du contenu, une préoccupation pour atteindre les objectifs. Aujourd'hui, nous sommes dans la vision de la gestion participative. Et le gouvernement considère les populations locales comme des partenaires avec lesquels il faut discuter sur toutes mesures prises pour la conservation de ce parc. Donc ces partenaires locaux que sont les communautés locales et dont bon nombre exercent des activités à proximité du parc, que ce soit les chasseurs, les éleveurs, les commerçants, les fabricants du charbon de bois. Donc ils doivent comprendre désormais quelles sont les orientations que le gouvernement se donne pour préserver ce parc afin d'éviter des incompréhensions. La nouvelle dynamique imprimée au parc permettra d'atteindre le label de réserve de biosphère de l'UNESCO. Avec une superficie de 192 000 hectares, le parc Fazao Malfakassa fait partie des 14 sites représentant près de 10% du territoire national togolais, considéré comme espace viable priorisé dans les interventions en matière de protection de la nature. Et face aux effets des changements climatiques, surtout dans le grand nord du Togo, des initiatives d'adaptation se mettent donc en œuvre pour plus de résilience. Ceci à travers l'amélioration des pratiques culturelles et de préservation de l'écosystème.
L'ONG Rafia recherche appui et formation aux initiatives d'autodéveloppement et ses partenaires viennent de boucler 3 ans de vie du projet Intensification durable des pratiques agroécologiques dans la région des Savanes. Constat, les résultats sont au-delà des attentes. Gérard Lagoudou. Après plus de 3 ans de vie, aux côtés des producteurs agricoles, le projet d'intensification durable des pratiques agroécologiques dans la région des Savanes se retire définitivement. Une initiative mise en œuvre par l'ONG Recherche, Appui et Formation aux initiatives d'autodéveloppement RAFIA, l'Union régionale des organisations de producteurs de céréales des Savanes et Synergie d'action du millénaire. Ici à Dapaon, l'heure est au bilan. Nous sommes à 124% de réalisation des activités. Ce dont nous pouvons être fiers sur le terrain, c'est qu'on a plus de 1000 producteurs qui ont été formés sur diverses pratiques agroécologiques, notamment la mise en place des cordons pierreux, la mise en place des bandes enherbées, qui ont été formés dans la production d'intrants organiques. Au-delà de ça, c'est plus de 40 hectares de terres exondées qui ont été restaurées. C'est plus de 20 hectares de bas-fonds qui ont été aménagés. C'est plus de 25 hectares de pâturage qui ont été aménagés. En clair, malgré le contexte sanitaire, climatique et sécuritaire difficile, le projet a positivement impacté les communautés à la base à travers l'amélioration de la productivité et la rentabilité des exploitations familiales. La restauration des sols et la gestion des ressources naturelles au profit de l'environnement ont été également prises en compte. Nous avons bénéficié beaucoup en matière de techniques agricoles, comment lutter contre le changement climatique. D'abord, nous avons eu les techniques de l'agriculture durable. Ils nous ont aussi donné des équipements en matériel agricole. Ça nous a beaucoup arrangé, surtout nous les femmes. Avant, on prend le hou pour cultiver, mais maintenant, c'est avec le bœuf qu'on prend pour cultiver. Et les charrettes là, on enlève les milieux, les maïs. Maintenant, on ne t'emprunte pas sur la tête. C'est dedans qu'on met pour arriver à la maison. Le projet là nous a aidés. Et pour mieux faciliter le transfert de compétences autour des acquis du projet, une plateforme composée des organisations intervenant dans l'agroécologie a été mise en place dans la région. Nous avons appuyé ces communautés à élaborer des chartes. Donc, c'est dire que même en notre absence, ces documents existent et permettront de mieux gérer ces ressources. L'initiative est financée à hauteur de 251 591 000 francs CFA par l'AFD, la CEDEAO, l'ONG Rafia et la contribution des communautés bénéficiaires. Dans le reste de l'actualité, la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, section Togo, a offert des vivres aux personnes nécessiteuses de la commune à Guanivé 6, un geste de la part du roi Mohamed VI en cette période bénie du mois de Ramadan, et ce pour permettre à ces couches de bien vivre le jeûne. Marie-Reine Abeta, Clarisse Aticlet. Une soixantaine de personnes vulnérables bénéficient des dons de vivres en ce temps de jeûne du Ramadan. Un geste de la Fondation Mohamed VI pour permettre aux personnes nécessiteuses de bien vivre le jeûne et de soulager un tant soit peu ces couches vulnérables. La Fondation entend à travers cette action permettre à la population d'être solidaires les uns les autres. Maintenant les temps sont durs. Avoir un sac, je crois que c'est un soulagement. Il y a des veuves qui ont des enfants qui n'ont rien à manger. Avec ceci, je crois que c'est un pas en avant. Nous avons plus de 260 veuves à Adétikopé. Je crois qu'une partie est soulagée. Et comme il est de tradition, pendant le mois béni de Ramadan, la Fondation Mohamed VI saisit l'occasion pour être aux côtés des démunis. C'est également un moyen pour la Fondation d'appeler la communauté musulmane au vivre ensemble et à la cohésion sociale. La Fondation Mohamed VI a pensé que dans ce mois, il faut faire des gestes appelés la solidarité du mois béni de Ramadan. C'est l'abstinence de manger, mais vers la rupture, il faut consommer. Donc, nous avons choisi la commune d'Adétikopé pour lancer
ces gestes de roi du Maroc. Cette assistance aux couches vulnérables demeure une priorité de la Fondation Mohamed VI. L'initiative va s'étendre sur toute l'étendue du territoire pour ainsi accompagner le gouvernement dans sa politique sociale. Je vais à présent vous faire saliver un peu avec le championnat culinaire de la gastronomie togolaise. L'apothéose pour le compte du Grand Lomé, c'était ce jeudi. 30 candidats ont présenté des mets locaux. Les 5 meilleurs ont été retenus pour la phase finale. Marie-Thérèse Nabédé et Sandra Aziagbe. Ils sont 30 concurrents répartis en groupes de 10. Ils participent ici au 4e championnat culinaire de gastronomie togolaise, étape du Grand Lomé. Chacun prépare un mets purement local au choix. Je suis en train de préparer sifio avec du poisson sauvage. Je vais utiliser la farine et de l'oignon haché, de l'ail haché, du gingembre. Je prépare le portrait et mes saucisses, du savane, de la tomate, du oignon et puis des temps d'assaisonnement. D'autres mets sont également concoctés, ragoût, haricots à la tomate, riz cantonné et bien d'autres. Une idée de l'Union des acteurs de la gastronomie togolaise pour promouvoir les plats africains et découvrir de nouveaux talents de l'art culinaire. Aujourd'hui, les talents en cuisine, dès qu'ils trouvent l'opportunité, ils quittent le pays pour aller faire leur preuve ailleurs. Et c'est ce que nous sommes en train de tenter d'arrêter. C'est pour ça que nous avons ciblé les chefs, les amateurs, les apprentis du monde culinaire. Tous ceux qui ont participé, nous allons les suivre. Pour ceux qui sont encore en formation, nous allons les suivre jusqu'à ce qu'ils trouvent un bon boulot après leur formation. Nous avons des partenaires sur le plan international. Il y a les grands chefs qui vont arriver le mois prochain pour la grande finale. C'est eux qui vont organiser le masterclass et ils ont offert aussi beaucoup d'opportunités à nos jeunes, notamment le stage en Afrique du Sud. Après délibération des membres du jury, 5 champions sont retenus. On leur dit vraiment merci. Merci de nous avoir donné cette opportunité. J'ai fait du ginkoumé au poulet que j'ai accompagné avec le jus de tomate, avec le piment vert. J'ai aussi mis le lait de coco dedans, ce qui a donné une touche vraiment waouh à ma recette. J'ai préparé 100 cubes. À défaut du cube, j'ai mis le poisson fumé, qui est le devis mémé, comme on l'appelle chez nous. Des sincères félicitations pour chacun d'entre eux parce qu'ils se sont tous défendus afin de pouvoir présenter quelque chose qui plairait aux membres du jury et de pouvoir aussi se faire démarquer, de prendre une place. Créée en 2013, l'Union des acteurs de la gastronomie togolaise regroupe les producteurs agricoles, les cuisiniers, les restaurateurs et bien d'autres acteurs engagés dans la valorisation de la gastronomie locale. Et toujours dans ce registre, préférez-vous la viande ou plutôt du poisson? La viande blanche ou le poisson sont les plus conseillés par les spécialistes de la santé, mais tout dépend de votre âge et de l'heure à laquelle vous mangez. Karine Olonlo. Il est midi, heure de déjeuner dans ce restaurant de fortune. Sur place, nous retrouvons Damansan et sa sœur. Elles sont des habituées du coin. Le menu du jour, du foufou garni de viande de bœuf. Au moins 3 fois par jour. Contrairement aux deux dames, Fokofi lui préfère le poisson. Je n'arrive pas à manger assez de viande parce que ça ne me fait pas bien. J'aime beaucoup manger le poisson parce que si je mange le poisson, je digère bien. Consommer de la viande, notre organisme a tout à y gagner. Et savoir en consommer préserve davantage la santé. Il y a 2 grandes catégories de viande. Il y a ce qu'on appelle la viande rouge et la viande blanche. Donc la viande rouge, c'est la viande de bœuf, la viande de mouton et la viande blanche, en général, c'est les volailles. La viande est composée de protéines, de lipides aussi. En dehors de ça, il y a les vitamines et les sels minéraux. C'est recommandé, surtout la viande rouge, de ne pas dépasser 500 grammes par semaine.
qu'on dépasse, c'est à ce moment qu'il y a des maladies, telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, surtout le cancer du côlon, de diabète et de type 2 et d'obésité. Et selon les spécialistes, l'âge est un élément non négligeable dans la consommation de la viande. Donc c'est mieux de consommer la viande le matin et le midi, mais pas le soir. Le soir, c'est mieux de consommer le poisson qui se digère mieux que la viande. La viande blanche est plus conseillée que la viande rouge. Il y a des personnes chez qui la viande est importante. Enfants, adolescents, femmes enceintes et femmes allaitantes ont besoin de viande rouge. À partir de la quarantaine, il faut commencer par diminuer sa consommation en viande, surtout en viande rouge. Il est également déconseillé de consommer de viande trop cramée ou trop frite. Cela présente un danger pour la santé. Selon les spécialistes de la santé, l'idéal serait de consommer du poisson. Les poissons sont moins gras que les viandes et de ce fait sont beaucoup moins caloriques. Kouvidjan a été élue hier Miss EZIG Global Success. Cette 4e édition est placée sous le thème « Rôle de la jeune fille dans la protection de l'environnement ». Edwija Takmabasabi, Karine Olonlo. « 20 candidates, toutes à la conquête de la couronne Miss EZIG Global édition 2023. Devant le public, chacune des candidates prouve son éloquence et son intelligence. Sensibiliser la population sur l'utilisation des sacs réutilisables. Charity begins at home. Après une série d'épreuves, place aux danses traditionnelles. Et c'est la sortie en tenue de soirée. Mademoiselle Stéphanie Kouvidjan, étudiante en première année de journalisme audiovisuel à EZIG, a réussi à se démarquer des autres par ses prestations. Elle devient Miss EZIG Global Success 2023. Je suis vraiment très honorée de représenter mon école. Ce que j'ai présenté comme projet, c'est une fille, un arbre. Et ce projet vise à amener les jeunes filles à planter des arbres chaque mois sur un jour bien défini dans toutes les communes de Lomé. Et ce projet, c'est pour accompagner le gouvernement dans sa politique de reboisement pour atteindre les 1 milliard d'arbres. La soirée a duré plus de 2 heures avec des surprises à n'en finir. Le public repart satisfait et surtout du choix du jury. Je félicite beaucoup la candidate numéro 7 parce qu'elle a vraiment assumé. C'était très émouvant. Moi-même, j'ai vécu une soirée que j'ai beaucoup admirée. J'ai misé sur la candidate numéro 7 et celle qui est la Miss. Je suis contente. Allier beauté et intelligence, c'est ce qui est recherché par EZIG Global Success à travers cette compétition qui est à sa 4e édition. Pour le comité d'organisation, l'objectif pour cette édition est atteint. Le véritable défi de notre siècle, c'est l'environnement. Et si à travers les sélections de Miss, les sélections de beauté, nous arrivons à inculquer cette culture de défense de l'environnement, de protection de l'environnement à les jeunes filles, ce sera une bonne chose. Des artistes humoristes et de la chanson togolaise étaient de la partie. Ralicia, Centrinos Raphaël, King Mansan, on par leur prestation pimenter la soirée. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne soirée chez vous en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Au revoir.